La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Dimanche 12 mai 2019, bienvenue à tous et merci de votre fidélité à l'ère du temps. Avec nous, Adama Cissé, expert comptable, économiste, spécialiste fusion-acquisition, et Mediba, journaliste à Jeune Afrique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité de cette semaine est très fournie. L'une des actualités qu'on retient, c'est la colère des syndicats sur le refus du président de la République, Macky Sall, d'augmenter les salaires. Les syndicats sont vent d'or et demandent aujourd'hui que le chef d'État respecte ce qu'ils disent aujourd'hui par rapport à leurs préoccupations salariales et qu'ils ne comprennent pas que le chef de l'État puisse leur dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Adama Cissé, vous êtes économiste, vous connaissez bien ces questions. Pourquoi aujourd'hui le président Macky Sall dit qu'il ne peut pas augmenter les salaires? Bonjour Alassane, merci beaucoup pour votre invitation. Chers téléspectateurs, chers Sénégalais, aujourd'hui je pense que les syndicats doivent également participer à l'effort de guerre. Le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins et la problématique d'augmentation de salaire, je pense qu'elle a été déjà réglée dans les accords que l'État du Sénégal avait signés. Je me trompe peut-être, mais à ma compréhension, le président n'a pas dit qu'il ne respectera pas les engagements. Je pense qu'il a anticipé sur des doléances futures en mettant en avant justement les capacités réelles du pays, ce que n'importe qui devrait pouvoir comprendre. Mais d'abord, on a annoncé beaucoup de milliards de francs CFA pour le Sénégal, justement lors la dernière rencontre à Paris concernant les bailleurs de fonds avec le plan Sénégal émergent, la phase 2. On parle de plus de 7 000 milliards de francs CFA que le Sénégal devait avoir. Est-ce que les syndicalistes sont fondés à réclamer une augmentation de salaire? Bonjour Alassane, disons que vous faites le lien entre les deux choses. Bien évidemment, les deux choses sont différentes. Il y a eu un certain nombre de tours de table dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et ce n'est pas parce qu'on revient de Paris avec 3 fois la somme qu'on était allé chercher que, bien évidemment, on va revenir à Dakar et faire une distribution de billets. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire des syndicats, je pense que Macky Sall vient d'être réélu. Et je pense que tout de suite, on sent une rupture dans la tonalité de ce que va être son deuxième mandat par rapport au premier. Le premier, on s'en souvient, il y avait quand même eu un certain nombre de mesures sociales qui avaient été annoncées dans les premiers mois du septennat, les bourses familiales, la baisse des loyers, etc. Bon, là, clairement, il y a un message qui a été donné le 1er mai d'austérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour effectivement distribuer, etc. Donc, bien évidemment, il y a aussi en creux la question spécifique, puisque les syndicats dont on parle, c'est pour beaucoup les syndicats d'enseignants. Il y a aussi la question récurrente au Sénégal de la question de l'enseignement public et des moyens dont disposent les enseignants et au-delà, les bourses, les établissements, etc. Est-ce que ce message d'austérité veut dire que le Sénégal n'a plus les moyens de faire face à ces dépenses? Je pense qu'on va trop vite en besogne. On n'est pas en récession, on est simplement en train de dire à l'ensemble des acteurs, évaluons ensemble les capacités réelles de ce pays et faisons une répartition optimale. Qu'on ne cherche pas toujours à augmenter les salaires, à augmenter les charges de l'État. Parce que d'un côté, quand vous regardez, le président a d'abord commencé par des mesures de restriction en disant essayons de faire des économies, essayons d'acheter moins de voitures, essayons d'évaluer toutes les charges qui sont compressibles pour mieux répartir. Parce que tout cela ne va pas aller dans les poches du chef de l'État ou de son gouvernement. Ce sera réparti et cette répartition se fera autour d'une table avec les différents acteurs, dont les syndicats, les enseignants et l'ensemble des parties prenantes. Austérité, c'est un peu fort, disons, rupture et changement de paradigme, oui. Est-ce que la nouvelle tonalité aujourd'hui jure d'avec la première tonalité du premier mandat, où on est très conciliant avec les syndicats, on cherchait les négociations, les discussions pour apaiser. D'ailleurs, certains disent que les syndicats, pendant le premier mandat de Macky Sall, étaient complètement à la rue. Pratiquement, ils ne revendiquaient plus rien. Il y a une sorte de neutralisation des syndicats. Aujourd'hui, on a un autre discours qui jure d'avec celui qu'on avait tenu avec les syndicats au premier mandat. C'est dû à quoi? Disons qu'encore il y a eu une année 2018 très difficile au niveau de l'enseignement. Il y avait la revendication par les syndicats d'enseignants de l'augmentation de leur indemnité logement. Je crois me souvenir qu'après quelques mois de grève, de difficultés, il y a quand même eu des accords qui ont été trouvés. Là, peut-être que ce qui a frappé, c'est la manière, certains ont relevé parmi nos confrères sénégalais, un peu sèche
une sorte de fin de non-recevoir dès le début de la discussion. On s'en souvient, c'est quand les syndicats ont présenté leur cahier de doléances le 1er mai. Bon, ça ne veut pas forcément dire que le dialogue est rompu et qu'on ne va pas s'asseoir. Bon, de toute façon, il faut savoir que quand les syndicats d'enseignants se mettent en situation de rupture, ça crée de tels problèmes pour les étudiants, les collégiens, les lycéens, qu'il y a de toute façon toujours une nécessité de discuter. Attendons de voir comment les choses vont évoluer ces mois-ci. Oui, et dans la même foulée, la presse sénégalaise révèle que le président Macky Sall aurait eu des discussions avec les FMI et qui lui dirait d'appliquer la vérité des prix parce que les subventions sont trop nombreuses au Sénégal, qu'il faudrait revoir la vérité des prix à la pompe. Est-ce que cela peut être quelque chose de difficile pour les ménages? Oui, vous le savez, la vérité des prix, c'est d'abord quoi la vérité des prix? C'est une opération qui consiste à facturer un service au prorata des produits qu'elle consomme. Aujourd'hui, si on le ramène au carburant, parce qu'en réalité on parle de la vérité des prix à la pompe, parce qu'il y a une variation du prix du baril. Les prix de l'essence et du gasoil au Sénégal sont restés stables depuis 2016. Or, tout le monde connaît les fluctuations du prix du baril. Le baril en 2011 était autour d'un très 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 haut niveau qui était de $111. Aujourd'hui, on est autour de 67, 61. Entre-temps, on est passé à 40. En 2015-2016, c'est tombé à son plus bas niveau autour de 32, 33 le prix du baril. Alors en ce moment-là, on n'était pas toujours en train de refléter ou de répercuter ces charges sur les consommateurs sénégalais. Il est heureux maintenant que le FMI vienne à la charge pour réclamer cette transparence et cette vérité des prix. Mais quand vous regardez tous les pays, même aux États-Unis aujourd'hui, la vérité des prix n'est pas toujours pratiquée. L'agriculteur américain est un des agriculteurs les plus subventionnés au monde. Et pour autant, le FMI ne demande pas au gouvernement américain d'appliquer la vérité des prix. Idem pour Boeing. Aujourd'hui, tout le monde sait que Boeing arrive à vendre beaucoup d'avions parce qu'ils reçoivent beaucoup de subventions, beaucoup d'aides du gouvernement américain pour concurrencer Airbus. Donc, un gouvernement qui se met à peine en place et qui était en campagne ne peut pas avoir comme préoccupation la vérité des prix. Évidemment, l'État, à un moment donné, devra, d'une manière ou d'une autre, appliquer cette vérité des prix parce que ça le rattrape. On ne peut pas continuer à subventionner l'électricité, subventionner le carburant lorsque ça atteint un certain seuil. Je pense que si on dépasse $70 le prix du baril, là, l'État sera dans l'obligation de répercuter ces prix. Mais pourtant, pendant la campagne, on n'a pas dit aux Sénégalais qu'une fois réélus, qu'on va appliquer la vérité des prix, si tel est le cas. Je pense que là, il y a eu un phénomène d'emballement ces jours-ci qui est lié, d'ailleurs, je crois que les deux problèmes sont liés, parce qu'il me semble qu'il y a eu une déclaration de Macky Sall quand il a répondu aux syndicats, où il a précisé, si jamais on n'applique pas quand même un certain principe de rigueur et notamment par rapport à ces questions de hausse de salaire, nos partenaires vont commencer à nous demander des comptes et je crois que lui-même emploie l'opération, et on pourrait être exposé à la vérité des prix et même à des politiques d'ajustement structurel. C'était une formule de style, si on peut dire. Maintenant, pour le FMI, il y a eu là un article qui a commencé à dire que des négociations avaient cours et que le FMI mettait une pression terrible au Sénégal pour appliquer la vérité des prix, avec une prédiction un petit peu apocalyptique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aucun prix subventionné au Sénégal. La réalité, pour ceux qui veulent essayer de mieux la cerner, il suffit de se reporter au rapport du FMI du 18 janvier dernier, donc très récent, qui est l'évaluation du Sénégal annuelle dans le cadre du partenariat FMI-Sénégal sur l'aide à l'économie. Bon, ce que remarque le FMI, c'est très simple, c'est ce que vient en partie de dire M. Cissé, c'est qu'il y a eu en fait une explosion de la ligne budgétaire des subventions en 2018 et 2019, par rapport à la période 2015-2017. Et cette hausse des subventions, c'est quasiment plus que doublé, s'est répercuté essentiellement sur le carburant et l'électricité. Ce que dit le FMI dans ce rapport, qui parle à aucun moment de vérité des prix, c'est simplement de suggérer au Sénégal de revenir à un niveau de subvention plus raisonnable par rapport notamment au carburant. Donc en fait ce qu'on appelle les subventions énergétiques. Et comme l'a remarqué Adama Cissé, il y a eu une baisse notamment du carburant qui notamment devrait plaider pour que cette hausse assez importante
sur les 2 dernières années, enfin l'année en cours et la précédente, soit amoindrie. C'est ce que préconise le FMI. Moi, je n'ai pas d'autres éléments que ce qui est mentionné dans ce long rapport de 140 pages qui est disponible sur Internet. Mais si la subvention est enlevée, c'est qui veut dire l'augmentation des prix, des transports. Il y a un effet domino après. Je pense que la subvention n'est pas enlevée. Le FMI ne peut pas demander au Sénégal de ne pas subventionner tel ou tel prix. Il faut que la subvention soit mesurée et reste proportionnelle au coût des autres services. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand le prix baisse, on ne répercute pas systématiquement cette baisse à la pompe. Donc quand le prix augmente, on doit avoir un flottant qui permet de gérer ces fluctuations avec un système peut-être de péréquation pour permettre à l'État d'avoir des prévisions stables. Parce qu'on ne peut pas être en train de changer le prix à la pompe au gré des fluctuations du baril. Les subventions sur l'électricité et les autres types de subventions sont toujours négociées avec le FMI. Ce que le président a essayé d'expliquer aux syndicats, c'est qu'aujourd'hui, la situation du pays est telle que nous devons revoir les subventions, nous devons payer la dette, parce qu'il a aussi parlé de la dette, qui est le service de la dette est de 800 milliards quand même par an. C'est un effort colossal à faire. Et lorsque les tombées d'échéance se produisent, on sent bien les tensions de trésorerie dans tout le pays. Il y a un déficit de cash au trésor public qui fait qu'on a du mal à toujours honorer les différents engagements. Donc, on prépare les esprits tout de suite que tout le monde puisse connaître la réalité des prix, la réalité économique et la réalité de trésorerie du pays pour éviter que les gens puissent commencer à chacun chercher une augmentation par-ci, par-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la tension qu'on note sur le plan international avec les États-Unis et l'Iran par rapport à son pétrole, entre autres, on peut s'attendre à l'augmentation des prix du baril sur le plan international? C'est une possibilité, et c'est une inquiétude d'ailleurs. Fort heureusement, les États-Unis ont un moyen de juguler plus ou moins ces tensions en puisant de leur production. Parce que vous voyez, quand le président Trump a décidé de commencer à extraire de son pétrole et l'utiliser, les barils sont tombés à près de 30, 35, 32 dollars. Donc aujourd'hui, il y a toujours cette possibilité sur la table des Américains de pouvoir juguler ces tensions selon les besoins des Américains. Donc, mais quand même, il y a une menace sur une explosion des prix du baril avec cette tension entre l'Iran et surtout également les problèmes liés à la Libye, parce que la Libye également aujourd'hui est sujet à des tensions qui inquiètent la sous-région pour des questions de sécurité, mais également le monde entier, parce que la Libye également contribue à la production de pétrole. Est-ce que le Sénégal a les moyens de faire face? Le Sénégal a les moyens de faire face puisque nous avons fait face à un prix de baril à 111 dollars. Donc aujourd'hui, la marge est encore assez large pour permettre au gouvernement de trouver les voies et moyens de juguler un baril qui aujourd'hui partirait à 100 dollars. Évidemment, cela pousserait les consommateurs à mettre également la main à la poche. Le prix du baril, encore une fois, est resté stable. Malgré, le prix à la pompe au Sénégal est resté stable, malgré une augmentation très significative du prix du baril. Donc, si on passe le cap des 100 dollars, je pense que toutes les populations comprendraient que le prix ne peut plus rester le même. Est-ce que, Mehdi, la situation aujourd'hui décrite le plan économique par rapport au prix du baril dont on parle, avec tout ce qu'on a dit en campagne aux Sénégalais, n'est pas un point de déphasage entre la réalité des faits et ce qu'on a dit pendant la campagne? Écoutez, moi j'en reviens au rapport du FMI dont on parlait, et si vous voulez, bon, globalement, ce qu'on retient du résumé et du communiqué qui accompagne cette analyse des grands indicateurs macroéconomiques du Sénégal relèverait plutôt du satisfecit que de l'inquiétude, y compris pour quelque chose qui est mentionné. En tout cas, moi, là, je n'ai pas les moyens de contre-expertiser l'analyse du FMI, mais que le surendettement était dans des proportions, on va dire, légères, mais pas inquiétantes. Que la croissance était censée se poursuivre un peu moins en 2019 qu'en 2018. Enfin, les grands indicateurs macroéconomiques, selon le FMI, sont sous contrôle. Bon, donc, pour l'instant, moi, ce que j'observe, c'est que, en tout cas, à travers cette analyse, ce rapport annuel, en tout cas, il n'y a pas
pas de marqueur particulier d'inquiétude sur la situation macroéconomique du pays. J'ai pas, en ce qui me concerne, n'étant pas journaliste économique, je me garderai bien de faire une analyse prospective sur ces questions. Mais de façon triviale, comment peut-on dire qu'on est dans des indicateurs quelque part normaux et en plus la pauvreté augmente? Les indicateurs macroéconomiques ne sont pas une richesse palpable que les populations peuvent sentir. Mais c'est des indicateurs qui présagent d'un bel avenir. Aujourd'hui, on a un taux de croissance en 2018 qui est de 6,7%. Certains estiment que l'extraverti est porté par des entreprises étrangères. Porté par des entreprises sénégalaises qui opèrent au Sénégal, peut-être à capitaux étrangers, mais c'est porté par des entreprises immatriculées au Sénégal qui ont gagné des marchés au Sénégal et qui font travailler des Sénégalais. Des bénéfices exportés, oui, parce que le monde est libéral. Et aujourd'hui, personne ne peut stopper la globalisation. Au contraire, il faut peut-être préparer des champions locaux, des capitaines d'industrie capables justement de prendre en charge ces besoins de développement du Sénégal. Et encore se préparer surtout avec l'élargissement de la CEDEAO, parce que le Maroc frappe toujours à la porte. Ils finiront par entrer. Prenons ce temps pour toujours préparer les entreprises sénégalaises à être compétitives et profiter également de la zone de libre-échange qui est en train de se dessiner parce qu'on a atteint le seuil des 22-23 États qui devraient permettre de rendre effectives ces mesures. Donc, préparons nos industries, préparons nos capitaines d'industrie, fabriquons des Sénégalais capables de construire des routes, de faire des immeubles dans les meilleurs délais et aux normes les plus exigeantes pour justement être compétitifs. Justement, c'est le cri de cœur souvent des Sénégalais qui sont là, qui estiment qu'aujourd'hui l'État ne les accompagne pas assez pour mettre en place des capitaines d'industrie justement. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on a aussi des capitaines d'industrie aujourd'hui en tout cas qui n'ont pas su suivre le développement et les changements du monde. Je ne veux pas jeter le pavé sur la mare, mais il me semble que l'État aujourd'hui, avec la scission qui vient d'être faite entre le ministère de l'économie et le ministère chargé des finances et du budget, a commencé à comprendre maintenant les enjeux de faire du Sénégal une économie dynamique, mais avec les Sénégalais. Et j'ai espoir que mon ami Hott Amadou, qui est à la tête du ministère de l'économie, qui a parfaitement le profil de l'emploi, prendra en compte ces questions et se retrouvera aussi souvent que possible avec ses capitaines d'industrie qu'il connaît déjà, parce que quand il était à la tête du FONSIS, il les a pratiqués. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces gens, les porter, les accompagner et les inculquer la valeur ajoutée. Un travail qui va simplement être assis sur la création de valeur. Et les chefs d'entreprise qui suivront seront accompagnés par l'État. Ceux qui ne suivront pas ne seront pas mis de côté, mais on remplacera seulement la direction par des gens capables et préserver des emplois. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la tête que parfois les choses ne marchent pas. Quand vous avez un chef d'entreprise qui est patron de son entreprise et qui ne le gère pas de façon orthodoxe, l'État doit pouvoir y prendre des parts, siéger au conseil d'administration et s'assurer que les règles de bonne gestion y sont pratiquées. Parce qu'on ne peut pas vendre un produit dans un pays qui fonctionne, faire des bénéfices et que l'entreprise ne puisse pas tourner correctement. Ça pose problème. Et l'État doit prendre ses responsabilités à ce niveau-là en dégageant la tête et mettant des gens compétents, capables justement de pratiquer ces bonnes gestions. L'économie est très importante pour un pays comme le Sénégal, mais on assiste aujourd'hui, Mehdi, de plus en plus à une sorte de guérilla politique entre partis politiques depuis la fin des élections. Il y a certains partis qui n'avaient pas reconnu la légitimité du président qui est installé. Ça, c'est pour passer au deuxième point de notre débat par rapport à la situation politique. Une concertation a été lancée. L'opposition demande une commission indépendante, libre, avec une personnalité neutre. Certains partis politiques rejettent, même le PDS rejette la légitimité du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye en demandant qu'il y ait une autre personne neutre mise en place pour gérer ce dialogue-là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans cette situation-là, concilier les deux partis ? Bon, je dirais que le dialogue politique qui vient de s'ouvrir, auquel vous faites allusion, c'est un peu au Sénégal, en tout cas depuis 2016, puisque je crois que ça a été la première édition, c'est un peu un serpent de mer, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais on voit rarement les résultats tangibles de ce que permet ce dialogue politique. Donc là, on en est à l'étape un petit peu préparatoire, et comme vous l'avez dit, Alassane, effectivement, il y a une très grande tension, je pense, depuis des années, je dirais peut-être depuis 2015, entre le
pôle de l'opposition qui comprend de multiples partis, et puis le camp présidentiel. Là, on a un peu l'impression qu'une fois encore, on va se heurter à une sorte d'impasse, enfin, on va se retrouver dans une sorte d'impasse parce que, effectivement, les conditions préalables que pose l'opposition, notamment le fait que la personne qui a été désignée par le président, donc qui est Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, effectivement, est récusé déjà comme organisateur des élections depuis au moins les législatives de 2017, enfin, le ministre de l'Intérieur en tant que tel, parce que c'était le cas déjà avec son prédécesseur Daouda Diallo, et donc c'est lui qui est chargé de superviser, donc il y a ça. Et puis après, il y a cette chose qui, à mon avis, contribue grandement à empoisonner l'ambiance entre l'opposition et le pouvoir depuis déjà des années, c'est la question des dossiers judiciaires de deux personnages emblématiques que sont Karim Wade et Khalifa Sall. Donc, quand vous avez le PDS qui pose comme préalable à sa participation que le dialogue ne soit pas mené par Aly Ngouille Ndiaye, ce à quoi M. Aly Ngouille Ndiaye a répondu de toute façon, soit c'est moi, soit ils n'y participeront pas. Quand vous avez comme préalable aussi qu'on révise le procès de Karim Wade et qu'on libère Khalifa Sall, enfin, quand une histoire de dialogue politique part sur ces bases-là, effectivement, on ne peut être qu'assez pessimiste. Alors pour l'instant, on a du mal un peu à comprendre la physionomie de qui y est, qui n'y est pas, qui y est pour voir de quoi on va parler, mais éventuellement se réserve le droit de se retirer par la suite. Bon, on va attendre la fin mai pour voir si réellement cette année, ce dialogue politique accouche de quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance entre le pouvoir de l'opposition? Parce qu'on a constaté que l'année dernière, le 26 mai, il y avait des journées de dialogue politique où il y a eu les partis politiques ont défilé, les gens ont parlé, ont posé des préalables. Après, rien. On n'a vu rien de concret sortir de ce dialogue politique, le premier dialogue qui a été engagé. Est-ce que c'est pour ça que l'opposition dit aujourd'hui qu'elle ne fait pas confiance au président parce que c'est encore les roulés dans la farine? Je pense que en tout état de cause, il faut d'abord répondre au dialogue. Répondre au dialogue et poser ses exigences, poser ses doléances. Ce n'est pas en faisant la politique de la chaise vide qu'on va construire ce pays. Le dialogue, il est appelé autour de points précis. Si on s'en tient uniquement à ces points, l'opposition peut très bien défendre son point de vue sur ces points précis, défendre ses intérêts, accepter le consensus ou le rejeter. Parce qu'aller à un dialogue ne veut pas dire qu'on accepte tous les points. Donc, au-delà même de la question de la supervision, qui va superviser? Est-ce que c'est un homme politique indépendant? Est-ce que c'est une personnalité reconnue, acceptée? Ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur? À la fin du jour, c'est juste un modérateur, le ministre de l'Intérieur. Il ne vient pas avec des prérequis, avec des exigences de dire, écoutez, voilà les points sur lesquels nous sollicitons votre accord, donnez-le nous et on part. Non, ce n'est pas ça. On a des enjeux. L'élection locale, par exemple, est-ce que matériellement on peut tenir l'élection locale le 1er décembre? Matériellement, oui. Le ministre de l'Intérieur a répondu. Il est prêt. Il peut l'organiser aussi rapidement que prévu. Toutefois, il y a des questions qui doivent être examinées. L'évaluation de l'acte 3, il faut l'évaluer. Est-ce que le mode de scrutin, on devrait le changer, élire le maire en suffrage direct? Mais c'est des questions qu'il faut partager avec l'opposition. Et cela n'a rien à voir avec l'affaire Karim Wade ou Khalifa Sall en prison. Moi, j'ai également une autre casquette. Je suis maire de la commune de Passy. Et c'est malheureux que je constate qu'un maire est en prison, quand bien même on n'est pas du même bord. Si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, il bénéficierait d'une liberté pour bonne conduite. Après n'avoir jamais contesté les faits, après avoir été condamné légalement, aujourd'hui, qu'on puisse le libérer pour bonne conduite, oui, moi je milite en cette faveur. Ça amènerait un apaisement déjà de l'espace politique. Mais répondre à ce dialogue, pour moi, c'est un préalable. Ensuite, c'est sur la table du dialogue qu'on va exiger être d'accord ou rejeter. Mais est-ce qu'un dialogue sans le Parti démocratique sénégalais serait un dialogue? Là, le problème, c'est que c'est le Parti démocratique sénégalais qui doit déterminer lui-même quel rôle il entend jouer aujourd'hui. Parce qu'un parti qui est, jusqu'à preuve du contraire, la principale force d'opposition d'un point de vue électoral, on l'a vu aux législatives de 2017, et qui, quels que soient les prétextes invoqués, pratique la politique de la chaise vide au moment de l'élection présidentielle, au point de, pour la première fois depuis sa création, en tout cas depuis 1978, de n'avoir aucun
candidat, ça appartient au leadership du Parti démocratique sénégalais. Je reviens sur ce que disait M. Cissé. C'est vrai que quand on voit la feuille de route de ce qui est censé être au menu du dialogue politique, bon, c'est des points techniques, au fond, qui préoccupent l'opposition depuis des années. C'est-à-dire faire le bilan de la loi sur les parrainages, examiner la faisabilité du scrutin des locales et leur échéance. Est-ce que vraiment on les tient en décembre? Est-ce qu'il vaut mieux les reporter? Examiner la question du fichier électoral. Donc c'est vrai que puisqu'à chaque élection, en tout cas les 2 grandes dernières élections, ces points étaient jugés problématiques par l'opposition, on peut se dire qu'effectivement venir s'asseoir, présenter ses doléances, présenter ses revendications, essayer de voir si on peut justement clarifier la question aussi de la supervision par un tiers neutre, un peu comme on l'avait vu sous Diouf et sous Wade avec M. Chergey. Bon, ces questions pourraient être évoquées. Après, il appartient à l'opposition de déterminer. Là, on la sent un peu tiraillée parce qu'en fait, ils ont un cadre de concertation commun, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait une position commune. Et effectivement, le Parti démocratique sénégalais, manifestement, aujourd'hui, joue une approche de rupture, c'est-à-dire je ne participe pas aux élections, je ne participe pas au cadre de concertation. Alors, à lui de déterminer si c'est vraiment dans l'intérêt de l'opposition, mais on peut se poser des questions autour de ça. Par contre, je voudrais revenir quand même, modérer un tout petit peu. C'est vrai que on a le dialogue là aujourd'hui. Bon, je remarque, et peut-être que vous évoquerez cette question d'actualité plus tard, mais c'est vrai que quand on voit la réforme quand même massive, le Sénégal vient de changer de régime, vient de passer d'un régime semi-présidentiel avec des bases de régime parlementaire à un régime beaucoup plus présidentiel, avec bien sûr la suppression du Premier ministre, mais surtout la suppression de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Je trouve que la manière dont a été amenée cette réforme, dont elle a été adoptée en un temps record et presque en catimini, c'est-à-dire que le président n'en a parlé ni pendant la campagne, ni pendant ses grands discours après son élection. Bon, venir parler de dialogue politique quand on fait changer le pays de régime et qu'à aucun moment il y a eu une vraie concertation, bon, ça peut aussi sembler quelque chose d'un peu paradoxal. Voilà. Oui, c'est là la grande question justement que l'opposition dit. Il réforme pratiquement plus de 22 articles ou 26 articles de la Constitution sans concertation. On nous parle aussi de dialogue aujourd'hui après avoir fait ce qu'il a eu à faire. À quoi c'est le dialogue au fond? Juste avant de venir sur la suppression du poste de Premier ministre, on constate que le PDS n'avait pas participé à l'élection présidentielle. Donc si ce même PDS ne participe pas au dialogue politique, ce n'est pas une surprise. Et ils ont une exigence, c'est qu'il faut que ce soit toujours une personnalité neutre qui organise les élections. Il faut que ce soit une personnalité neutre qui organise le dialogue politique. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné faire confiance au ministre de l'Intérieur et venir poser ses exigences devant le ministre de l'Intérieur sur la table et pas de l'extérieur par médias interposés. S'agissant de la suppression du poste de Premier ministre, je ne suis pas d'avis que ça devait passer par un dialogue politique parce que c'est une prérogative du président de la République. C'est le président de la République qui dispose d'un Premier ministre pour l'assister dans ses tâches. Si ce même président de la République se sent apte et volontaire à y aller les coudées franches pour raccourcir les délais parce qu'il sait qu'il a un plan Sénégal émergent financé, qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'il sait que 5 ans, ça passe très vite. On a déjà fini la première année d'élection, et on sait que la dernière année de mandat, également, c'est une année de campagne. Donc, concrètement, il y a 3 années pleines sur un mandat de 5 ans de travail. Donc, aller en mode fast-track, en commençant par soi-même, c'est ce que j'ai compris que le président Macky Sall a fait, en disant, rapprochez-vous, venez prendre les décisions plus rapidement et allez les exécuter. Ça peut passer par une discussion, mais c'est sa prérogative et cela s'est passé de façon démocratique au Parlement. Mais c'est une question majeure. C'est une question majeure et c'est une question qui frustre beaucoup du fait de la surprise. Le fait que beaucoup de gens se sont trouvés devant le fait accompli, mais en soi, ce n'est pas un problème. Les mêmes acteurs sont là. Les mêmes services sont là. Il n'y a que le poste de Premier ministre qui est supprimé, mais le Premier ministre devient secrétaire général de la présidence avec une équipe étoffée, plus proche du président. Les ministres qui devaient toujours passer par le Premier ministre, qui ensuite donnait au président, qui ensuite redonnait au Premier ministre, qui ensuite donnait au ministre, avouaient que ça, c'était quand même du temps qui se passait, beaucoup de temps.
Certains le considèrent comme une perte de temps, d'autres le considèrent comme un temps nécessaire, mais toujours est-il que ces mêmes études se feront dans un délai plus court. Et il y a des questions qu'on sait que c'est le président qui le tranche. Donc un ministre doit attendre 3-4 mois avant de mettre en œuvre parce que le dossier doit passer par la primature, ensuite aller à la présidence, revenir à la primature, revenir au Premier ministre. C'est un régime qui, pour moi, peut effectivement poser problème. Est-ce que le changement, la suppression du poste de Premier ministre est forcément gage d'efficacité? Moi, personnellement, j'émets des réserves par rapport à cette lecture. C'est ce que M. John a présenté. J'ai trouvé que c'était quand même un peu léger de simplement, parce que n'importe quelle équipe, Mohamed Boun Abdallah Dionne a été le directeur de cabinet de Macky Sall quand il était Premier ministre, il est son Premier ministre depuis 5 ans. La question de l'organisation des services de la présidence et de la primature, ça c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement sans en référer ni au peuple, ni à l'opposition, ni à personne. Là, il faut quand même voir quelque chose, c'est que le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée. Le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée, et l'Assemblée ne peut plus obliger le président, par exemple, rappelons-nous quand même qu'il y a un décalage désormais du fait de la durée du premier mandat de Macky Sall, il y a un décalage entre le mandat du Parlement, de l'Assemblée, et le mandat du président. Donc en 2022, il va y avoir des législatives. Imaginons, par exemple, que lors de ces législatives de 2022, l'opposition, Macky Sall perde sa majorité à l'Assemblée. Bon, au vu du régime précédent, ça implique une cohabitation. Là maintenant, on a complètement cloisonné les prérogatives d'un côté de l'Assemblée et les prérogatives de l'exécutif de l'autre. Mais aussi ce faisant, on empêche maintenant le président de dissoudre, ce qui veut dire qu'on va avoir un calendrier permanent, parce qu'il y a le mandat de Macky, mais quand on touche à la Constitution, on ne touche pas simplement, ce n'est pas une mesure qu'on prend pendant la durée de son mandat, ça va concerner tous les prochains présidents et les prochains députés, etc. Et il y aura en permanence ce décalage entre le mandat de l'Assemblée et le mandat de la présidence. Donc on peut imaginer tous les scénarios. On peut par exemple imaginer une prochaine Assemblée qui soit de la couleur de la majorité actuelle, mais qu'à la prochaine présidentielle, ce soit quelqu'un qui soit d'un autre bord, qui va devoir gouverner avec une Assemblée qui n'est pas de son camp, ou l'inverse, une prochaine majorité parlementaire qui soit d'opposition, et Macky Sall qui va pendant les 2 dernières années de son mandat, etc. Donc moi je trouve que l'argument qui voudrait uniquement faire de cette réforme une sorte un petit peu de reconfiguration de la méthode de travailler à l'intérieur de la primature et de la présidence me semble un peu légère. On a vraiment changé de régime et j'estime que quand on change de régime, il n'y a aucun problème légal. Macky Sall est passé par une des 2 voies de révision de la Constitution, qui est la voie parlementaire avec la majorité des 3/5, mais quand on a une majorité écrasante au Parlement et qu'on sait que ça va être adopté, on peut, je pense, au minimum expliquer aux Sénégalais toutes les incidences que peut avoir cette réforme et au moins, surtout au lendemain d'une campagne présidentielle où on est censé avoir mis tous les grands sujets sur la table, au moins faire participer la société civile, l'opposition, comme ça avait été fait au moment de la réforme de 2016, où on est passé par le référendum, mais on avait quand même pris le temps, nommé une commission de réforme des institutions et pris le temps d'expliquer à toutes les parties prenantes de la société sénégalaise quels étaient les enjeux des différentes réformes qu'on avait adoptées. Oui, beaucoup estiment aujourd'hui que cette réforme cache beaucoup de choses qui ne disent pas leur nom, que le président aujourd'hui pourrait peut-être avoir une majorité en 2022 ou 2024 à l'Assemblée nationale, empêcher le nouveau président de faire son travail. Vous savez, les systèmes contrôler l'Assemblée nationale. Oui, mais les systèmes de cohabitation posent problème. On n'a pas vu un seul pays où la cohabitation a bien fonctionné. Donc aujourd'hui, quand Mediba dit effectivement que ça enlève le risque de cohabitation en 2023, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à la prochaine élection législative, si le calendrier est respecté, peu importe la majorité qui se dégagera, les pouvoirs sont concentrés chez le président qui va continuer à exécuter son programme de société. Le programme pour lequel les Sénégalais lui ont donné confiance à plus de 58%. Et c'est comme ça que ça doit se passer. On ne doit pas, en cours de route, changer le programme du président parce qu'une nouvelle majorité s'est dégagée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a pris l'option d'un régime présidentiel. Si demain, les acteurs politiques veulent revenir à une option parlementaire, oui, pourquoi pas. Mais une option qui n'est ni parlementaire ni majoritaire amène souvent des blocages. Moi, je pense que oui, le président a bien fait d'anticiper sur une possibilité de majorité qui basculerait à l'opposition au niveau des prochaines élections parlementaires. Mais je pense qu'il faut d'abord poser la question des échéances électorales. Le calendrier électoral aujourd'hui est perturbé.
Le mandat est passé de 5 à 7 ans et repasse de 7 à 5 ans. Donc forcément, on doit réviser le calendrier électoral. Quand on élisait le président Macky Sall pour un mandat de 7 ans au départ, avec une élection des députés, on a toujours prévu que le président, 3 mois après avoir été élu, on organise des élections législatives pour lui permettre d'avoir une majorité pour gouverner. La question ne se pose plus aujourd'hui. Le président a une forte majorité à l'Assemblée. Donc lorsqu'il supprime le poste de Premier ministre, il n'est pas en train de nuire à l'opposition. Il n'est pas en train de supprimer une majorité qui n'était pas déjà entre ses mains. Il n'est pas en train de se donner des pouvoirs, des prérogatives qu'il n'avait pas auparavant. Il a simplement essayé de raccourcir et de rechercher une efficacité qu'il trouvera ou pas, mais ça, l'histoire jugera. C'est une mesure qui pourrait se retourner contre lui si, évidemment, il n'y a pas ce fast-track qui est prôné et que les Sénégalais puissent sentir effectivement que les choses vont beaucoup plus vite. Mais je ne vois pas de schéma ou d'un agenda caché. Mais la question du calendrier électoral doit profondément être revue pour soit coupler des élections municipales avec des élections législatives, mais éviter des élections de type reporté comme les élections parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'une forte majorité à l'Assemblée nationale. Si le président Macky Sall décide de reporter l'élection des députés, c'est comme si il s'arrogeait également la possibilité de continuer à garder cette forte majorité. Ça, c'est quelque chose qui peut effectivement faire bouger l'opposition à raison, à juste raison. Le pays est traversé par d'autres questions aussi sociétales. C'est cette question d'interdiction de voile à Jeanne d'Arc. On a constaté qu'il y a le Laïka qui a fait un papier qui est sorti aujourd'hui pour critiquer la position du ministre de l'Éducation nationale, qui lui-même dit qu'il n'a fait que rappeler les dispositions de la Constitution. Comment comprendre au Sénégal aujourd'hui, le pays qui est connu comme étant un pays de dialogue islamo-chrétien très profond, qu'on arrive à ces questions aujourd'hui, Madi ? Moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris parce qu'il se trouve que moi, j'ai vécu, avant de m'installer au Sénégal à la fin des années 2000, j'ai vécu toute la montée du débat sur le voile islamique à l'école en France. Et c'était un débat plutôt empoisonné, dans le contexte très particulier de la société française, avec une stigmatisation de l'islam qui est montée crescendo. Et derrière le principe de laïcité, en fait, la laïcité a été, à mon sens, qui au point de départ, il faut le rappeler, notamment à travers la loi française de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, c'était de supprimer l'emprise de l'Église catholique ancienne sur le fonctionnement de la République naissante. Et puis c'est devenu très vite, vous n'avez pas le droit de porter des signes qui indiquent votre appartenance religieuse. Mais en fait, tout le monde savait très bien décoder, dans le contexte français, je m'excuse de passer d'abord par la France avant de revenir au Sénégal, qu'en fait ça visait essentiellement la communauté musulmane de France. Et donc j'ai vu apparaître en fait ce même débat sur la laïcité, alors de manière très étonnante, et notamment là je fais référence à la circulaire, enfin au communiqué plutôt du ministre de l'Éducation auquel vous faites allusion, c'est que là par contre dans le contexte sénégalais, la compréhension de la laïcité telle qu'elle est affirmée par ce ministre, ça ne veut pas dire que tout le monde a été d'accord avec ce point de vue, consistait à dire non justement nous la laïcité dans le cadre du Sénégal, c'est qu'on ne peut pas exclure quelqu'un du fait qu'il porterait par exemple ce voile qui marquerait son appartenance religieuse à l'islam, même dans un établissement privé catholique. Donc je remarque simplement que la laïcité peut être un contexte un concept à géométrie variable selon le pays, selon le moment, mais j'avoue que voilà, on a fait un article en essayant de faire réagir le maximum de personnes là, sur le site web de Jeune Afrique. Il y a des avis partagés. Il y a des gens qui considèrent que c'est tout à fait le droit de l'Institut Sanjanda, que ce n'est pas le premier à avoir appliqué cette mesure. Bon, ce que je déplore, c'est que, si vous voulez, cette histoire de voile islamique, dans n'importe quel contexte et endroit, se traduit toujours par le fait que des jeunes filles qui étudient doivent renoncer à leurs études ou aux études à l'endroit où elles avaient décidé de les faire, ou alors renier ce qui pour elles est un fondement de leur religion. Ça, je trouve ça malheureux, et c'est ce qu'on a vu en France, mais dans des proportions beaucoup plus importantes que là où j'imagine qu'on parle de quelques étudiantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut minorer la répercussion pour elles. Mais la question de fond qui a été posée par la direction de Jeanne d'Arc dans les informations qu'ils ont données à la presse, même s'ils n'ont pas voulu parler
au micro, c'est que les étudiantes qui viennent voiler refusent de partager le table banc avec leurs camarades chrétiens. Ils refusent pendant la récréation d'être avec eux et de se mettre en autarcie. C'est ça le problème fondamental. Ce n'est pas le voile en tant que qui est interdit, mais c'est le comportement des jeunes filles dans les écoles qui a été dénoncé. Alassane, c'est une question qui personnellement me touche beaucoup. J'ai ma propre fille à Jeanne d'Arc et une de ses meilleures amies vient à l'école avec le voile. Et c'est une fille qui fréquente l'école depuis, peut-être depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire. Donc c'est un enfant qui est en classe de 5e aujourd'hui, qui a fait près de 6-7 ans dans cette école avec son voile. Lorsque ma fille lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle lui a répondu sèchement « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais être obligé de changer d'école l'année prochaine. » Une jeune fille de 12 ans qui répond comme ça, sèchement, on sent beaucoup son amertume. Et ma fille n'est pas voilée, elle est très copine à une fille voilée. L'argument de dire qu'elle se mette de côté, qu'elle ne se mélange pas, non, ce n'est pas vrai. D'autre part, notre laïcité au Sénégal n'est pas la laïcité française. Notre laïcité au Sénégal, c'est d'accepter chacun dans son choix. Ce n'est pas de dire ici on ne choisit pas, ici on ne montre pas son choix. Parce que la laïcité française, c'est de dire on ne montre pas son choix, on ne montre pas son penchant religieux. Or nous, on dit montrez, faites ce que vous voulez dans le respect des autres. Nous, on a tous été bâtis sur la base de l'islam. Et de l'islam, dans la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, on commence par accepter que l'autre est différent. Et l'autre a une religion différente, mais on le respecte dans ça. Lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum waliya dini. Donc l'islam n'a jamais dit que tout le monde doit être des musulmans. L'islam n'a jamais prôné une islamisation de force. Et tous les pays qui l'ont compris aujourd'hui ont une parfaite intégration. J'ai vécu 17 ans en France et je souffre de voir que chaque fois qu'il y a un problème de laïcité, c'est une manière de combattre l'islam sans le dire. Mais personne ne s'y trompe. La première fois que j'ai voyagé à Londres, je vais vous raconter une anecdote. C'était en 1993, je suis arrivé à l'aéroport. Le policier, la police de frontière qui a pris mon passeport pour faire le contrôle, qui a agi à son guichet, était un sikh. Vous voyez, les sikhs, c'est une communauté hindoue qui porte les turbans. Donc il était avec sa tenue, tenue républicain, anglophone, de police, avec son turban, et pas la casquette. Et le gouvernement anglais tolère ça, accepte ça avec une parfaite intégration. Donc si à la police même on peut accepter cela, quid de tout ce qui reste dans la société, les écoles, les services publics et autres. Donc le modèle anglais est, à mon avis, un modèle que beaucoup devraient suivre, un modèle d'intégration religieuse. Mais ici au Sénégal, est-ce qu'il ne faut pas faire attention s'il n'y a pas de quelques manipulateurs derrière toute cette affaire-là qui essaient de profiter de la situation de la sous-région un peu stable pour essayer d'instaurer ici ces débats qui, pour beaucoup de Sénégal, étaient dépassés? Moi, je pense que fondamentalement, en tout cas de ce que j'ai pu voir en France, et même si on ne peut pas comparer les deux pays, mais c'est vraiment un débat qui me semble un débat empoisonné. Je pense que justement, effectivement, le Sénégal, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup surpris de voir surgir un débat sur le voile ici, d'une part parce que le pays est... Des manipulateurs pourraient taper dans l'ombre pour manipuler. Moi, ça, je ne saurais vous dire, parce que des manipulateurs, mais des manipulateurs qui chercheraient quoi, attiser quoi. Mais en tout cas, le Sénégal, première chose, est un modèle en termes de cohabitation des communautés, qu'elles soient communautés de type ethnique ou religieuse, et que par ailleurs c'est un pays qui est préservé dans une région saharo-sahélienne qui est quand même très exposée à la montée d'un certain péril djihadiste, on le voit encore à travers l'actualité très récente, et des pays qui sont guère éloignés. Donc dans ce contexte-là, faire monter et au fond, au lieu de sur ces questions, de rester dans une logique où les Sénégalais, malgré leurs différences philosophiques et d'approche de la place que doit tenir la religion, au lieu de rester sur ce dénominateur commun très pacifique, ça fait au contraire monter, on le voit bien à travers l'affaire Sainte-Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup des pôles qui se révèlent, les uns qui considèrent que la vision du ministère est abusive, les autres qui considèrent que c'est pas normal d'exclure des jeunes filles qui portent le voile. Franchement, moi je pense que ce débat sur le voile est empoisonné. Après,
qu'il y ait des questions de simple règlement intérieur. Je veux dire que ça, on peut le voir partout. Si une personne, une scolarisée, quelle qu'elle soit, refuse de, je sais pas, de participer au cours d'éducation physique ou d'obéir à certaines consignes du règlement intérieur, bon, ça se règle dans n'importe quel établissement du monde. Mais de là à prôner et à fixer une mesure qui n'existait pas et qui tout d'un coup va exclure des gens et qui va faire monter les tensions inutilement, j'avoue que j'ai été un peu surpris de voir cette histoire arriver. Je me demande si vraiment cette mesure était nécessaire. Moi, j'ai été choqué quand j'ai reçu le courrier en tant que parent d'élève qui expliquait, qui défendait encore un principe sacro-saint de l'Église catholique que les écoles de Sainte-Jeanne d'Arc sont des écoles catholiques et qu'il ne saurait y être admis des élèves qui portent le voile. Et dans ces mêmes écoles, on admet que les sœurs viennent avec leur voile. On admet que l'école puisse avoir une connotation religieuse, puisque c'est une école catholique, qu'on puisse accepter d'y prier sur le Christ avant de faire les cours ou pendant les récréations. Je pense que l'État du Sénégal va réfléchir encore davantage sur même la question des écoles catholiques. C'est-à-dire le principe même d'avoir des écoles privées, oui, mais des écoles privées catholiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal doit encore continuer à fonctionner comme après les indépendances, avec les catholiques qui ont eu le mérite de nous avoir apporté des écoles de très bonne qualité? Mais aujourd'hui, est-ce que le Sénégal ne doit pas repenser complètement le système d'écoles privées en enlevant complètement les critères peut-être religieux, en restant uniquement sur des critères d'école publique, d'école privée, et enlever complètement la question religieuse qui nous empoisonne et dont on n'avait pas besoin en ce moment-là? Oui, le dernier point de notre débat, c'est cette histoire de Thione Seck. On a vu que Thione Seck a été attrait au tribunal après cette histoire de faux billets. Apparemment, les gens ne comprennent pas effectivement est-ce que Thione Seck est coupable de ce qu'il est reproché ou pas. Il y a eu beaucoup de problèmes pour élucider ce dossier, Mehdi. Oui, alors l'affaire Thione Seck, moi j'avoue que je l'ai traitée à l'époque où j'étais le correspondant de Jeune Afrique à Dakar, donc quand elle a démarré vers le mois de fin mai, début juin 2015. Et tout de suite, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, au fond, d'assez délirant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la montagne, si je peux dire, accouche d'une souris. Pourquoi ? Parce qu'au début, ont été propagées des informations qui étaient complètement contraires à la réalité du dossier. Mais vous savez ce que c'est, ça a fait boule de neige, et voilà. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on a laissé croire aux Sénégalais ? On leur a laissé croire qu'on avait découvert chez Thione Seck un montant en faux billets absolument phénoménal. Je crois qu'à l'époque, c'était l'équivalent de 50 millions d'euros. Je crois que ça faisait quelque chose comme 13 milliards de francs CFA. C'était complètement délirant. D'abord, c'était délirant parce que quand vous vous renseignez un peu, vous voyez que pour réunir, même avec des billets je sais pas, de 50 ou plutôt de 500 euros, une telle somme, il aurait fallu 10 valises et pas juste la sacoche qu'on a retrouvée chez lui. Ensuite, parce que ça correspondrait à je ne sais combien de fois la totalité des faux billets découverts en une année dans toute la zone euro. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que son complice Alain Jitei était ce qu'on pourrait appeler un petit escroc, c'est-à-dire un faux monnayeur d'appartement. C'est-à-dire qu'il avait chez lui peut-être 2 ou 3 imprimantes laser. Quand vous faites des faux billets de manière industrielle, vous avez la mafia napolitaine, elle a des imprimeries offset. Vous voyez, c'est comme quand vous imprimez un journal. Donc, tout le monde s'est emballé. Pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises, la police, la justice ont laissé cet effet boule de neige prospérer. Et donc, on s'est dit, oh là là, mais Thione Seck est vraiment au cœur d'une des plus grosses affaires. Ça aurait été vraiment l'affaire du siècle. Puis les années ont passé. Moi, je suis retourné aux nouvelles voir les avocats en 2017. Et ils m'ont dit, pour une raison qu'on ignore, le juge n'a toujours pas ouvert les scellés. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez la police qui débarque chez quelqu'un en considérant qu'elle vient de faire une énorme saisie d'héroïne ou de cocaïne. Vous avez des ballots avec quelque chose à l'intérieur et vous n'ouvrez pas les scellés pour savoir exactement si vous avez affaire à de la farine, à du sucre, etc. Donc, résultat des courses. Au fond, il y avait quoi dans ces ballots qui étaient dans une sacoche chez Thione Seck ? Il y avait effectivement quelques pellicules dans des ballots sous plastique de faux billets plus ou moins bien faits. Vous aviez des billets de Monopoly et vous aviez des Kleenex au menthol. Bon, voilà, une espèce d'enchevêtrement. Alors, ça, c'est pour dire simplement pourquoi est-ce que vous voyez aujourd'hui les peines
requises contre Thione-Seck et contre son complice fondre complètement et en fait couvrir la période de leur détention provisoire respective, c'est parce qu'en fait vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en prison pour 20 ans parce qu'il avait des Kleenex au menthol et des billets de Monopoly dans des ballots, quand bien même vous aviez quelques fausses coupures au-dessus. Après, il y a l'autre aspect de cette affaire qui la rend, là aussi, vous avez des fois comme ça des faits divers assez théâtraux, assez incroyables, c'est que Thione-Seck, pas besoin de le rappeler, est une grande personnalité du monde de la musique au Sénégal, et qu'effectivement la version que lui a donnée est quand même assez particulière. C'est-à-dire qu'il aurait récupéré des billets, de la monnaie de singe, mais qu'en échange, lui, il aurait donné, je crois, 85 millions en vrai CFA à des gens qui l'auraient marabouté. Bon, je pense que, voilà, il y a une autre vérité derrière ce qu'a fait Thione-Seck, mais je me garderai bien. En tous les cas, il y a quand même phobie, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y avait quelques phobies. Oui. Ça, c'est le problème. Thione-Seck est une star sénégalaise qui a marqué son temps. Aujourd'hui, il est en maille avec la justice. Ce n'est pas encore vidé. Je ne saurais me prononcer dessus. Après le délibéré, peut-être je pourrais dire quelque chose. Mais pour l'instant, je me garderai de faire un commentaire dessus. J'ai beaucoup aimé sa musique. Je ne connais pas l'homme, je connais l'artiste. Et je lui souhaite de sortir victorieux de ces démêlés judiciaires. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Mediba, journaliste à Jeune Afrique. Merci à Adam Cissé, expert comptable, économiste spécialiste de Fusion Action. À la technique, il y avait à la caméra Babacar Ndiaye et Sidi Dien. À la technique radio, Biran Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.2.